Bonjour à tous, bienvenue pour cette première édition d'un café européen un peu spécial dans les conditions du confinement. Aujourd'hui, nous recevons donc Madame Colombine Madeleine, maîtresse de conférence en droit public à l'Université de Tours, pour discuter d'un sujet d'actualité, malheureusement, du coronavirus et de l'état d'urgence sanitaire qu'il impose dans notre pays et du contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme et de l'Union européenne sur les mesures qui peuvent être prises dans notre pays au nom de l'état d'urgence sanitaire. Vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez dans le chat de discussion, que ce soit sur YouTube ou Facebook. Je me chargerai de retransmettre vos questions à notre intervenante. N'hésitez pas également à nous faire part dans le chat d'éventuels problèmes techniques, que ce soit le son, l'image. Si vous rencontrez un problème pour profiter de ce live comme il se doit, faites-le nous savoir, on essaiera de régler les problèmes techniques. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez éventuellement nous définir un peu ce sujet assez vaste et d'actualité? Alors, effectivement, le préalable pour bien comprendre le sujet est de comprendre ce que c'est que cet état d'urgence sanitaire. Pourquoi avoir voulu instaurer cet état d'urgence? Parce que la situation est exceptionnelle et appelle donc à l'adoption de mesures exceptionnelles. Alors, on a des régimes d'exception déjà qui préexistaient dans notre droit français. Le plus connu, puisqu'il a connu une application récente, c'est le régime de l'état d'urgence qui est régi par la loi du 3 avril 1955, loi qui avait été adoptée dans le cadre de la guerre d'Algérie. Et cet état d'urgence avait été activé donc récemment, le soir des attentats du 13 novembre 2015, et avait perduré jusqu'au 1er novembre 2017. Alors, par ailleurs, dans le cadre de la crise sanitaire, notre droit ordinaire, si vous voulez, notre droit commun, permettait aussi à nos autorités d'agir. Et d'ailleurs, les premières mesures, les premiers décrets de confinement et autres qui ont été adoptés en vertu de notre droit commun. Pourtant, nos dirigeants ont fait le choix d'adopter un régime nouveau, un régime d'exception qui s'ajoute à ceux qui préexistaient déjà dans notre droit. Alors, comment une loi a été adoptée, la loi du 23 mars 2020. L'objectif, bien sûr, de cette loi est d'éviter la propagation du virus, l'implosion de nos services hospitaliers et en particulier nos services de réanimation, c'est-à-dire, in fine, l'objectif est de protéger le droit à la vie. Alors, quel est l'intérêt de cette loi? Pourquoi avoir adopté cette loi? Pour renforcer de manière assez extrême les pouvoirs de notre gouvernement, plus précisément notre Premier ministre, mais aussi de nos préfets, qui ont désormais la possibilité d'adopter toute une série de mesures très restrictives pour nos droits fondamentaux. Alors, la loi également crée une nouvelle infraction pénale qui va sanctionner ceux qui ne se conforment pas aux mesures du confinement. Cette infraction pénale est punie de 6 mois d'emprisonnement et de 10 000 € d'amende, donc c'est une petite infraction pénale. La loi prévoit également le report du second tour des élections municipales et elle autorise aussi le gouvernement à intervenir à la place du Parlement par voie d'ordonnance. Donc on a eu toute une salve d'ordonnances qui ont été adoptées et qui viennent en réalité bouleverser de manière assez profonde notre droit, que ce soit notre droit du travail, notre droit des contrats, notre droit social, notre droit des marchés publics, etc. Alors, pourquoi est-ce que cette loi est aujourd'hui critiquée? Parce que cette loi vient apporter une atteinte tout à fait inégalée à nos droits fondamentaux sous la Ve République, la liberté d'aller et venir évidemment, le droit à la vie privée, la vie familiale, le droit à la liberté à la sûreté, le droit à l'instruction, la liberté de réunion, évidemment, de manifestation, le droit au travail, la liberté d'entreprendre, le droit à la protection des données personnelles, dont on aura l'occasion de reparler sûrement, le droit à des élections libres, la liberté de manifestation, manifester sa religion, le droit à un procès équitable, etc. La liste est très longue. Par ailleurs aussi, l'effet dangereux un petit peu de cette loi est que, évidemment, pour reprendre les termes de Montesquieu, tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Donc, plus on donne du pouvoir, plus il faut prévoir des garde-fous nécessaires. Et ici, on l'a vu, un certain nombre de maires, de préfets ont adopté des mesures assez étranges, et fort annulées ou retirées. Fort heureusement, elles ont été annulées depuis lors par le juge administratif ou retirées par les autorités même qui les avaient adoptées. Une interdiction de sortie à plus de 10 mètres de chez soi, une interdiction de s'asseoir sur des bancs, des réquisitions de chasseurs
pour jouer le temps d'un week-end les remplaçants des forces de l'ordre. Alors, je disais aussi qu'il fallait prévoir des contrôles, des garde-fous à ces pouvoirs assez démesurés. Or, ici, on le voit, les deux types de contrôles qui peuvent exister sont largement insuffisants. Le contrôle parlementaire est tout à fait insuffisant actuellement. La loi a été adoptée dans la hâte, avec seulement quelques parlementaires présents. Et le contrôle parlementaire sur l'activité gouvernementale est aujourd'hui quasi inexistant. Pour ce qui est maintenant du contrôle juridictionnel, c'est le Conseil d'État, le juge administratif, qui est compétent pour contrôler la grande majorité des mesures adoptées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Et on le sait, le Conseil d'État n'a pas toujours été au rendez-vous en termes de garantie des droits fondamentaux et rejette en réalité la plupart des recours dont il est saisi. Pour ce qui est du Conseil constitutionnel, alors il a été très peu saisi, mais quand il l'a été, encore une fois, de la même manière, il n'a pas tout à fait été au rendez-vous en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux. Alors, deux derniers points qui peuvent soulever des critiques par rapport à cette loi sur l'état d'urgence sanitaire, une crainte de la prolongation à durée indéterminée de cet état d'urgence sanitaire pourrait entraîner un effet tout à fait pernicieux qui ferait que l'exception deviendrait la règle. Et malheureusement, l'exemple récent de la fin de l'état d'urgence contre le terrorisme qu'on a connu récemment, n'est pas du tout encourageant de ce côté-là, puisqu'un certain nombre de mesures de cet état d'urgence classique, entre guillemets, ont été ensuite intégrées dans le droit commun. Donc c'est devenu le droit normal, le droit ordinaire, grâce à une loi qui s'appelle la loi SILT en 2017. Et ici, on peut craindre qu'on s'habitue à ces mesures exceptionnelles et que ces mesures exceptionnelles progressivement deviennent la normalité. Dernier élément qui agite beaucoup la doctrine juridique, c'est la question de leur efficacité. L'efficacité de ces mesures qui sont fondées sur une logique assez répressive, eh bien, l'efficacité est encore à prouver, sachant qu'évidemment, beaucoup défendent d'autres moyens possibles, évidemment des moyens dont on ne dispose pas actuellement, faute de moyens financiers, mais des dépistages massifs, des ports de masques, etc. Très bien. Et du coup, par rapport à l'état d'urgence sanitaire dans notre pays, la France, elle est engagée auprès elle est censée respecter la Convention européenne des droits de l'homme. L'état d'urgence sanitaire, a priori, ça peut donner lieu à des mesures restrictives pour nos libertés, comme vous le disiez, par rapport dans l'objectif de garantir le droit à la vie. Est-ce qu'il est possible de remettre en cause ce respect vraiment de l'application de la Convention européenne des droits de l'homme pour un pays, pour justement des raisons sanitaires? Quelles sont les mesures et quelles sont éventuellement ce qu'on peut craindre, vous le disiez, éventuellement quand on a du pouvoir, on peut vouloir en abuser ou autre, mais concrètement, qu'est-ce que ça représente comme risque? Alors, donc effectivement, la France a signé et ratifié une convention internationale qui est la Convention européenne des droits de l'homme. Cette Convention européenne des droits de l'homme crée une cour, qui est la Cour européenne des droits de l'homme, qui siège à Strasbourg et qui dépend d'une organisation internationale qui est le Conseil de l'Europe, qui est la Grande Europe, 47 États membres. La particularité de cette cour est qu'elle peut être saisie par tout individu après épuisement des voies de recours internes, c'est-à-dire que les individus devront avoir formé les recours nécessaires au niveau national avant de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Donc elle ne se prononcera pas tout de suite. Alors, deux types de plaintes vont pouvoir être formées devant la Cour européenne des droits de l'homme. Tout d'abord, premier type de plainte, des recours qui vont consister à dénoncer que des droits garantis dans la Convention ont été violés en raison d'une action de l'État. La Cour devra donc répondre à la question de savoir si les mesures poursuivaient un but légitime, si elles étaient prévues par la loi et si elles étaient proportionnées au but légitime poursuivi. Pourquoi ? Parce que les droits actuellement impactés par les mesures de l'état d'urgence sanitaire, les droits que j'ai énumérés tout à l'heure, sont des droits qui peuvent être limités et dont la Cour va pouvoir estimer que, respectant un certain nombre de critères que j'ai énoncés tout à l'heure, eh bien ces limitations peuvent être nécessaires dans une société démocratique. Ici, bien sûr, ces mesures peuvent être nécessaires pour préserver le droit à la vie. Deuxième type de plaintes qui vont pouvoir être déposées à Strasbourg,
À l'inverse, des recours vont pouvoir dénoncer le fait que l'État français n'a pas suffisamment agi pour protéger le droit à la vie, c'est-à-dire en vertu d'obligations positives, d'obligations d'action. La Cour européenne des droits de l'homme impose aux États également d'agir pour protéger les droits fondamentaux. Et ici, on pourrait tout à fait voir des recours à Strasbourg devant la Cour européenne des droits de l'homme pour dénoncer, par exemple, l'absence de masques, l'absence de tests suffisants mis à la disposition des personnels soignants et de la population en général. Donc, on va ici se trouver dans des requêtes qui vont placer l'État français un peu entre le marteau et l'enclume. Il est sommé d'intervenir pour protéger le droit à la vie, mais pas trop, pour ne pas entraver de manière disproportionnée les autres droits garantis dans la Convention. Alors, il y a une autre thématique dont tu as parlé, Julie, ici, c'est la question des dérogations. La Convention elle-même prévoit en son article 15 la possibilité, dans des circonstances exceptionnelles, en cas d'état d'urgence, la possibilité de déroger à la Convention. Et un débat actuellement agite les spécialistes de la Convention à propos de cet article 15, à propos de cette possibilité de déroger à la Convention, pour savoir si, oui ou non, les États devraient l'activer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la France avait activé cet article 15 au moment de l'état d'urgence classique de 2015 à 2017. Et étonnamment, la France n'a pas voulu l'activer cette fois-ci. Seuls 10 États partis à la Convention, en réalité, l'ont activé, alors même que quasiment tous les États partis à la Convention, les 47, ont dû adopter un certain nombre de mesures exceptionnelles. Ces 10 États sont l'Albanie, l'Arménie, l'Estonie, la Géorgie, la Lettonie, la Macédoine du Nord, Moldova, Roumanie, Saint-Marin, Serbie. Et donc on le voit, parmi ces États, aucun ne sont des États créateurs de la Convention, liés de la Convention. Alors, quel est l'intérêt de cet article 15? Pourquoi vouloir mobiliser cet article 15? Parce qu'il permet donc aux États d'adopter des mesures qui portent atteinte de manière exceptionnelle aux droits garantis dans la Convention, car une situation exceptionnelle le justifie. Alors, ça ne veut pas dire que la Cour n'exercera aucun contrôle, mais la Cour exercera un contrôle allégé. Les États vont alors bénéficier dans ce type d'hypothèse de ce qu'on appelle une large marge nationale d'appréciation. Alors, il y a quand même des garde-fous, c'est que certains droits ne peuvent pas déroger à certains droits, tels que le droit à la vie, l'interdiction de la torture, l'interdiction de l'esclavage ou encore le principe de l'égalité des délits et des peines. Donc, la France, elle, visiblement, a choisi, parce qu'on ne peut pas se dire qu'elle a juste oublié, ça me paraîtrait quand même vraiment trop énorme, pourquoi aurait-elle refusé d'activer l'article? Alors, une activation, pourtant, je l'ai dit, lui aurait permis, entre guillemets, de plus facilement violer la Convention, enfin, en tout cas, de limiter les droits garantis dans la Convention. Et certains auteurs, je vais citer ici Sébastien Touzé, ont présenté ce refus comme une volonté, je le cite, certes politique, mais néanmoins réfléchie, de limiter le moins possible les droits et les libertés, autrement dit, rester dans le cadre du respect des principes de l'état de droit. Alors, à mon sens, il y a quand même un risque à ne pas activer l'article 15, c'est une dénaturation du droit commun de la Convention, du régime des restrictions, d'amoindrir les exigences de la Convention au nom de la lutte contre le coronavirus, en dehors des hypothèses de l'article 15, c'est-à-dire, encore une fois, faire de l'exception la normalité. Et on le voit, on l'observe dans la jurisprudence déjà passée de la Convention, de tels mécanismes sont déjà à l'œuvre sous le couvert, alors précédemment de la lutte contre le terrorisme, notamment on l'a pu l'observer sur le droit à la liberté et à la sûreté, et je crains que ce mouvement soit prolongé à cause du coronavirus. Par le passé, il me semble qu'il y a déjà eu des lois comme ça qui sont restées dans le droit alors qu'à la base elles avaient été prises dans des mesures d'urgence. Alors je me trompe peut-être, mais il me semble qu'en 95 ça avait été le cas. Je dis peut-être quelque chose qui est totalement faux, mais de souvenir, il me semble qu'il y a une loi française comme ça en 95 qui est restée, qui était justement aussi une loi sécuritaire à propos du terrorisme. Donc ça, c'est une des craintes. Et ça, est-ce que si jamais il y a des dispositifs, des lois restrictives qui restent, on va dire, dans le droit, à cause de cette situation qui du coup ne dépendrait pas de l'état d'urgence, vu que la France n'a pas activé l'article 15, est-ce qu'il serait possible de se prévaloir auprès de la CEDH d'éventuels abus qui découleraient du fait que cette loi reste? Alors,
Finalement, qu'elle reste ou qu'elle ne reste pas, ici, ne va rien changer par rapport au contrôle opéré par la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, le seul élément qui pourrait changer, c'est qu'elle va procéder à ce qu'on appelle un contrôle de proportionnalité. Donc, elle va toujours examiner si les mesures adoptées, alors elle ne va pas examiner la loi dans l'abstrait, elle va voir quelles mesures ont été adoptées et appliquées aux requérants, et si ces mesures sont justifiées par rapport au contexte. Donc évidemment, on peut se dire qu'aujourd'hui, au regard de la saturation de nos services de réanimation, le confinement peut se justifier. Évidemment, si ce confinement était amené à perdurer des mois et des mois, ces mesures pourraient apparaître disproportionnées. Mais finalement, ce n'est pas le maintien en soi de la loi qui va être problématique, mais c'est le contexte qui va changer. Très bien. Et on a parlé du coup de qu'il est possible que les États ont bien l'obligation de respecter cette charte européenne, cette convention européenne des droits fondamentaux. À ce sujet, on a une question sur YouTube. Est-ce que la France peut décider par la suite de déclencher l'article 15, même si pour l'instant elle ne l'a pas fait? Alors, l'application rétroactive de l'article 15 ne serait pas possible. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la Cour, donc, pour accepter l'activation de l'article 15, impose une condition formelle. Hein. Il faut que cette notification de l'activation de l'article 15 soit faite auprès du secrétaire général du Conseil de l'Europe. Hein. Alors, elle est assez peu stricte sur l'appréciation de ce critère, mais je doute une déclaration déposée, une notification déposée un mois ou 1 mois et demi ou 2 mois après le début de l'état d'urgence sanitaire serait admis par la Cour, et dans ces cas-là, elle considérerait qu'on est dans le régime de droit commun de la Convention, hein, donc elle examinerait de manière normale les restrictions apportées à la Convention. D'accord. On a vu du coup le contrôle du Conseil de l'Europe sur cet état d'urgence sanitaire, mais l'Union européenne, avec la Charte européenne des droits fondamentaux, est-ce qu'elle a aussi vocation à contrôler les mesures que prennent les États dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire? Et est-ce qu'il est possible de se prévaloir de la Charte en cas d'abus qui pourrait se présenter dans le cadre de cet état d'urgence? Alors, ici, évidemment, on parle de l'Union européenne, c'est la petite Europe, l'Europe des 27. Historiquement, ses missions n'étaient pas de protéger les droits de l'homme et la démocratie, hein. Elles étaient plutôt économiques, mais aujourd'hui, bien sûr, son champ de compétences est beaucoup plus large. Elle s'est dotée d'une charte des droits fondamentaux, hein, et l'Union doit donc respecter les droits fondamentaux. Mais elle n'a pas de compétences générales en matière de droits fondamentaux. Donc, on ne va pas pouvoir saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne, par exemple, hein, pour se plaindre d'une violation d'un droit garanti dans la Charte. Il faut que ce soit dans le champ d'application du droit de l'Union, donc c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors, deux mécanismes, deux voies quand même qui pourraient permettre un contrôle de l'Union européenne sur les mesures adoptées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Première voie, il faudrait qu'une mesure nationale porte atteinte aux droits de l'Union européenne. En matière de droits fondamentaux, par exemple, on peut citer le règlement général sur la protection des données, hein, qui concerne le droit à la protection des données personnelles. Évidemment, le sujet est brûlant actuellement. On est en train de discuter en France la mise en place d'une application dite Stop Covid, hein, qui permettrait par le système de Bluetooth, hein, donc de télécharger une application sur son téléphone de manière volontaire, et ensuite de pouvoir savoir si vous avez été en contact avec une personne qui a été dépistée comme étant malade du coronavirus. Je pose évidemment question par rapport à ce droit. Donc, clairement, lorsque la France agit pour mettre en place cette application, elle est soumise au respect du RGPD, et si elle viole le RGPD, là, clairement, elle pourra encourir des sanctions, hein, par exemple, recours en manquement, hein, de la part de l'Union européenne. Alors, il y a une deuxième voie, hein, possible pour contrôler ces mesures de l'état d'urgence sanitaire, c'est si les autorités de l'Union européenne estiment qu'il y a largement une atteinte au principe de l'état de droit, hein. C'est le traité sur l'Union européenne qui le prévoit à son article 2, hein, que l'Union est fondée sur les valeurs de respect, notamment de la démocratie, d'égalité et de l'état de droit. Et on a deux types de procédures qui permettent d'en assurer le respect. Une procédure juridictionnelle, hein, devant la Cour de justice, hein, une procédure qui est initiée par la Commission européenne, et par ailleurs une procédure politique, hein, qui là un petit peu plus complexe et exceptionnelle, hein, mais qui
ici est pilotée principalement par le Conseil, hein, c'est-à-dire l'organe qui représente les exécutifs des États membres. Donc, ici, on pourrait imaginer ce type d'activation de ces procédures en cas de manquement très grave aux valeurs de l'état de droit. Alors, ces types de procédures ont déjà été initiées contre la Pologne et la Hongrie. Et on sait hein, actuellement, notamment en Hongrie, hein, des mesures tout à fait exceptionnelles et très problématiques pour l'état de droit ont été adoptées, puisque le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a fait voter une loi qui lui octroie la possibilité de légiférer par voie d'ordonnance, mais pour une durée tout à fait indéterminée. Donc ça lui octroie pour les pleins pouvoirs. Donc ici, hein, des avertissements ont commencé à être émis vis-à-vis de Viktor Orban par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, alors un mot toujours couvert, sans toujours le désigner nommément, mais aussi une déclaration commune hein, de 13 pays de l'Union qui, en gros, menace Viktor Orban d'activer le mécanisme politique hein, qui permet de sanctionner un État en cas de violation de l'État. Mais ces procédures restent tout à fait exceptionnelles hein, et en cas de violation très grave de l'État. D'accord. J'ai des questions qui viennent de YouTube. On demande si vous pouvez expliquer la procédure de mesure provisoire et si cela est envisageable dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, par exemple pour les détenus à risque. Eh bien, alors je ne sais pas si c'est un de mes étudiants ou une de mes étudiantes qui sont en train de réviser leur cours de CEDH pour la semaine prochaine. si c'est le cas, c'est très bien. Alors effectivement, ça aurait pu être une hypothèse, et d'ailleurs, donc, pour revenir au départ, la procédure de mesure provisoire permet de saisir la Cour européenne des droits de l'homme en urgence, mais dans des conditions qui sont très restrictives, c'est-à-dire que si on identifie un risque imminent de dommages graves et irréparables à un droit garanti dans la Convention, et plus précisément en réalité du droit à la vie et de l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants. Ce type de procédure est principalement utilisé en cas de risque d'expulsion d'un étranger de renvoi d'un étranger vers un État où il pourrait subir donc la mort ou la torture. Donc, ici, effectivement, le cas des détenus pourrait être tout à fait pertinent. Hein. On le sait, hein, la France a été très récemment condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en raison de sa surpopulation carcérale, en raison de conditions très dégradantes de détention. On est censé assurer une distanciation sociale, et cette distanciation sociale est absolument impossible dans ce contexte de surpopulation carcérale. Alors, la Cour européenne des droits de l'homme est aujourd'hui entre guillemets en veille, hein, elle applique les mesures, mais les mesures de distanciation sociale elles-mêmes, hein, donc mais elle continue quand même à examiner ce type de mesures d'urgence. Quant à savoir si elle pourrait appliquer ce type de mesures d'urgence dans ce contexte, j'en doute. J'en doute parce qu'il faudrait démontrer un risque imminent de mort. Donc il faudrait que cela concerne un détenu qui soit déjà malade, qui soit déjà dans une situation très très dégradée de santé et qui n'ait pas été prise en charge par les autorités de santé. Donc vraiment ce type de mesure d'urgence n'est voué à intervenir que dans des cas très extrêmes encore une fois. Très bien. Du coup, a priori, les moyens de contrôle au final sont assez restreints, que ce soit de la part de l'Union européenne ou même du Conseil de l'Europe. Est-ce que vous pensez que ce sont des contrôles qui sont suffisants, ou est-ce qu'au contraire, il faudrait aller plus loin dans les possibilités offertes à ces organisations pour contrôler ce que font les États dans ce cadre-là ? Alors, j'ai envie de dire que l'idéal, ce serait qu'on n'ait pas besoin de ces organisations européennes et que les contrôles aient lieu de manière suffisante au niveau national. Ici, je pense au Conseil d'État, hein, qui, je le disais tout à l'heure, n'assure pas du tout son rôle comme il devrait le faire. Dans ce contexte, effectivement, d'une carence au niveau national, on peut se dire qu'un renforcement des contrôles au niveau européen serait bienvenu. Dans le contexte actuel, je doute qu'un tel renforcement arrive. Les États, encore une fois, ce sont les États hein, qui font ces organisations. Il faudrait que les États se mettent d'accord pour se faire condamner. Aucune chance d'arriver.
Alors, néanmoins, évidemment, il y a des imperfections au système, mais les condamnations dans les cas extrêmes pourront quand même intervenir. Hein. Je pense à la Hongrie, mais pas que, hein, notamment vis-à-vis du droit à la protection des données personnelles. Du côté de l'Union européenne, les États savent qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Donc, les contrôles existent. Ils n'ont peut-être pas la réactivité, l'efficacité qu'on pourrait souhaiter, hein, mais ils existent néanmoins. Et du côté de la Cour européenne des droits de l'homme, certaines questions quand même assez sensibles pourront se poser vis-à-vis de la France. Je pense notamment à la prolongation des détentions provisoires vis-à-vis des détenus. Hein. Normalement, les détenus ne peuvent être placés pour une durée trop longue en détention provisoire, c'est-à-dire avant d'être condamnés. Ici, vu les circonstances, la détention provisoire a été prolongée sans qu'ils aient besoin de voir un juge, hein, ce qui pose quand même un certain nombre de questions vis-à-vis de la Convention. Et je pense que c'est un point qui pourra éventuellement donner lieu à une condamnation de la France devant la CEDH. Alors, on a une question qui vient de nous arriver. Quel est le risque majeur couru par les États et particulièrement la France ? Alors, le risque de condamnation, oui, les conséquences d'une condamnation, le risque tout simplement à ne pas respecter les conventions dans lesquelles on est engagé. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Vous avez évoqué la récente condamnation de la France par le Conseil de l'Europe. J'invite nos spectateurs à se référer à l'émission de radio dans laquelle vous étiez intervenu sur les réalisations du Conseil de l'Europe et les travaux du comité contre la torture et les crimes inhumains ou dégradants. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc du coup, la question c'était quel est le risque majeur couru par les États et particulièrement la France sur justement le respect des conventions dans lesquelles nous sommes engagés et vis-à-vis de l'état d'urgence que nous devons continuer à respecter. Alors, les sanctions vont être très très différentes en fonction des différents mécanismes. Devant la Cour européenne des droits de l'homme, hein, un arrêt de violation de la Convention va condamner un État à payer ce qu'on appelle une satisfaction équitable au requérant, ce qui est en réalité une somme d'argent. Donc, tout dépendra du dommage. Hein, et par ailleurs, ça pourra être de l'Union européenne, on a des procédures, je vous ai dit, juridictionnelles, par exemple avec le recours en manquement. Ici, la Cour de justice pourrait condamner la France à payer une somme d'argent tant qu'elle ne se conformerait pas au droit de l'Union européenne. Donc, tant qu'elle manquerait au droit de l'Union européenne, tant qu'elle ne modifierait pas son droit interne pour se conformer au droit de l'Union, eh bien, elle devrait payer une astreinte quotidienne, qui en général sont des montants beaucoup, beaucoup plus élevés que ce qu'on a devant la Cour européenne des droits de l'homme. Pour ce qui est du mécanisme politique, hein, ce mécanisme politique tout à l'heure, hein, qui permet au Conseil d'intervenir en cas de violation des valeurs de l'état de droit. Ici, c'est vraiment l'arme suprême qui d'ailleurs n'a jamais été utilisée jusqu'au bout. Hein. On peut avoir une privation du droit de vote de l'État au sein du... une dernière question. Est-ce qu'un appel public à la libération peut avoir une influence sur les mesures provisoires ? Un appel public à la libération des détenus, je suppose. Qui pose la question que précédemment sur les mesures provisoires. Alors, malheureusement, pas du tout. Pas du tout, puisque le critère pour appliquer des mesures provisoires, hein, et comme je le disais tout à l'heure, un risque de dommages graves et irréversibles à une liberté, enfin un droit garanti dans la Convention. Et donc, un appel public à la libération, je ne sais pas on me précise l'évaluation de ce pétition, par exemple. Voilà, comme type d'appel public, je suppose. Alors, ouais, malheureusement, si ça pouvait marcher, ce serait super, mais non. Oui, malheureusement. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre intervention pendant ce live.
Bonne soirée à tous. Merci à la Maison de l'Europe pour son invitation. Partagez. C'était un Bonne plaisir. soirée à tous. Au revoir.